Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous allons dans le nord, au Macouba, pour une plongée au cœur de la distillerie JM. La plus petite distillerie de Martinique est aussi l'une des plus anciennes. Elle produit des rhums dont la réputation n'est plus à faire et propose aux visiteurs un voyage à travers l'histoire et les arômes de notre terroir. Dans notre bon plan, nous partirons au glamping, un camping glamour sous une bulle transparente qui permet aux amoureux de savourer les plaisirs d'une nuit à la belle étoile, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Ces rhums figurent parmi les plus réputés de Martinique. Nichée au pied de la montagne Pelée, au Macouba depuis 225 ans, la distillerie JM a conservé son charme d'antan. On peut s'y promener, sentir et bien sûr goûter. Dégustation avec Ronan Bonnec et François Brigitte. C'est ça notre secret, c'est le secret de JM, tout se passe ici. C'est ici que ça travaille. Le premier des secrets, c'est une boisson à consommer sans modération, l'eau. Car pour toutes ces opérations, la distillerie JM utilise une eau de source provenant de la montagne Pelée. Autre matière première qui donnera son jus pour constituer le breuvage recherché, la canne à sucre. 4 variétés sont cultivées sur l'habitation Bellevue, dont 3 originaires de la Barbade et une de la Réunion. Une récolte aujourd'hui mécanisée. Une modernisation qui permet notamment à la canne d'être acheminée et broyée à la distillerie en moins d'1 heure afin d'obtenir un jus d'une grande fraîcheur au plus haut niveau de son potentiel aromatique. Après la fermentation qui dure entre 36 et 48 heures, place à la distillation dans les colonnes où le vin de canne se métamorphose en rhum. Toutes les étapes de la transformation sont ainsi visibles par chacun et constituent le fil rouge de la visite. Là, on a les papilles tout excitées, on a envie de faire durer ce moment magique où on a l'impression qu'on a tous les sens en éveil, on est passé par toutes les étapes de la production. Et on a l'impression qu'on est maintenant prêt à déguster avec plaisir toutes ces saveurs. Mais patience encore. Avant d'en goûter les saveurs, le visiteur entre dans l'unique atelier olfactif de la Martinique. Donc là, vous appuyez et vous sentez. Et vous avez effectivement les rhums dans lesquels vous allez retrouver ces arômes. Donc soit vous suivez la toile d'araignée au plafond, soit vous lisez ce qui est noté en gras sur les fiches que vous pouvez récupérer pour votre dégustation, mais aussi pour les cadeaux et pour votre connaissance. C'est un atelier qui a été créé pour pouvoir permettre aux visiteurs de découvrir le rhum autrement, d'abord avec les arômes. Donc on a des ballons avec les rhums, du rhum blanc au rhum vieux de 15 ans. En récupérant le bouchon, on aura au nez que les arômes et les saveurs, pas l'alcool qui peut agresser. Et on a sur un autre pan de mur représenté les 7 principaux arômes des rhums blancs et rhums vieux. La découverte du bouquet aromatique de chacun des rhums JM invite ainsi petits et grands, amateurs d'alcool ou pas, à une expérience sensorielle qui se poursuit au-delà de l'atelier. C'est un jardin qui se situe à côté de la distillerie de Fontpréville, dans le site même de la distillerie. Et on y a planté des plantes, des arbustes, des arbres à connotation aromatique, avec des arômes qu'on va retrouver dans nos produits. Les produits sont naturellement présents dans nos arômes, on n'y rajoute rien, mais simplement c'est pour avoir une sensibilisation à ces arômes. Et si le directeur vous en parle, c'est que la question revient souvent. Comment vous faites pour avoir autant d'arômes dans le rhum sans en rajouter artificiellement? Ça, c'est la question qui revient. Puisqu'on a l'atelier olfactif, on leur explique que ce sont des arômes qui viennent naturellement avec le vieillissement, donc avec le fût de chêne. Mais ils ont toujours la petite question, mais vous n'ajoutez rien du tout, parce qu'ils ont quand même aussi la connaissance des rhums industriels, pour lesquels on va rajouter des épices, du sucre. Or, à la Martinique, avec l'AOC, non. On est producteur de rhum agricole avec une défense d'un AOC, donc on ne rajoute rien artificiellement. Pour obtenir ce goût si particulier, JM est l'un des seuls à pratiquer encore le brûlage des fûts,
qui va contribuer à caraméliser les tanins du bois pour un vieillissement prolongé dans les chais de rhum vieux. C'est là que le bois va travailler pour dégager tout le tanin. Et c'est là qu'on aura les piètres, ce qu'on appelle la part des anges. Et pour faire face à ces anges gourmands, le maître de chai utilise la méthode du houillage. Se prendre du rhum de la même année pour compléter les fûts. Que le fût soit toujours bien rempli, parce que quand vous avez une surface non remplie dans le fût, vous avez beaucoup plus d'évaporation. Parce que le bois, il est poreux. Alors ça s'évapore avec la température qu'on a ici. Parce que c'est à température ambiante. Ça vieillit, que le bois puisse travailler. Une longue alchimie du bois et de l'alcool, une production selon des techniques ancestrales font la renommée internationale de ce rhum vieux, considéré par les connaisseurs comme le meilleur de Martinique. Une tradition de qualité qui se perpétue sur un site récemment rénové pour son outil industriel mais aussi pour son caractère patrimonial. On a voulu aussi restituer ce site aux visiteurs. C'est-à-dire qu'on a un vrai parcours pédagogique dans la distillerie où on passe au-dessus des moulins, au milieu des cuves de fermentation, en toute sécurité. On a vraiment essayé d'intégrer au maximum toute cette notion d'histoire, d'expliquer aux visiteurs et à la fréquentation que l'on a aujourd'hui sur le site de cette petite distillerie. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, c'est-à-dire que les Martiniquais se réapproprient leur patrimoine industriel, c'est très important. Chaque distillerie est un lieu chargé d'histoire et la plus petite distillerie de l'île ne déroge pas à la règle, elle serait même la première à avoir produit du rhum agricole. Et l'augmentation constante du nombre de visiteurs témoigne de cet intérêt pour la seule industrie du Grand Nord, son patrimoine, mais aussi le dur travail des hommes et des femmes qui l'ont construit. Emmanuel Béchaud, le directeur de la distillerie, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une distillerie nichée au pied de la montagne Pelée qui puise son eau directement dans la rivière Roche. On peut dire que vos rhums sont vraiment la cristallisation d'un terroir bien particulier. Oui, on bénéficie d'un atout incroyable. C'est le côté naturel du site où on profite de la rivière sur laquelle est nichée cette petite distillerie. Mais également, on a une source que l'on puise au pied de la montagne Pelée pour la réduction de nos rhums. Alors, vous êtes l'une des plus anciennes distilleries, on l'a dit, 225 ans cette année. À l'époque, vous étiez l'habitation Font-Préville. C'est l'occasion de s'arrêter un peu sur l'histoire du rhum qui fait partie de notre patrimoine. Au départ, en fait, les habitations se consacraient surtout à la culture de la canne et la production de rhum était secondaire. C'était pour utiliser les détritus de canne, la mélasse. Voilà. En fait, la production de rhum est arrivée de façon assez progressive. Au départ, ça avait une vraie vocation thérapeutique, il fallait soigner. Donc on produisait de l'alcool comme on produit aujourd'hui de l'alcool pour les pharmacies. Donc c'était un peu dans cette démarche-là et progressivement… C'était distribué localement autour des… C'est-à-dire que les exploitations en fait, vivaient en autarcie. On avait effectivement de la canne parce que c'est ce qu'on pouvait commercialiser donc avec les pains de sucre. Donc chaque exploitation agricole avait sa propre sucrerie, petite sucrerie généralement, et puis faisait de l'élevage, des cultures vivrières et tout cet ensemble vivait en quasi-autarcie. Aujourd'hui, c'est complètement différent puisque le rhum est l'un des principaux produits d'exportation de la Martinique. On peut estimer que 80% à peu près de la production locale est destinée à l'export, 20% au marché local. Est-ce que vous suivez la même tendance? Alors, pas aujourd'hui, pas exactement. On est, on va dire, 50-50 entre ce que l'on commercialise localement, donc sur la Martinique, et puis ce qu'on exporte soit vers la métropole, soit vers les marchés du grand export, ce qu'on appelle le grand export. On a une tendance à vouloir effectivement se rapprocher vers les 80% d'exportation. C'est vrai que le marché martiniquais est plutôt un marché qui régresse, à peu près 2% par an. Donc notre Pourquoi logique, les Martiniquais consomment moins de rhum ou ils achètent d'autres rhums moins chers Non, pas d'autres rhums moins chers, parce qu'on a un prix ici en Martinique qui est assez privilégié. Donc les prix d'autres produits sont quand même différents. Mais les Martiniquais voyagent, consomment des whiskies, de la bière, d'autres alcools, du vin. Du champagne. Voilà, du champagne. On est réputé effectivement pour une grosse consommation de champagne. Donc en fait, c'est dans cette démarche-là que la consommation locale régresse légèrement. Alors l'export représente effectivement un fort potentiel pour les rhums martiniquais, notamment le marché asiatique dont on parle beaucoup. L'un de vos concurrents, mais qui fait aussi partie du même groupe que vous, vient d'annoncer qu'il n'exporterait plus que du rhum vieux hors de Martinique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? En fait, c'est un problème un peu technique. Je ne vais
pas trop rentrer dans le détail. On est sur le système contingentaire métropolitain qui est très petit pour la marque que vous n'avez pas citée, qui est Clément. Et donc la problématique que l'on se pose, c'est sur 400 000 litres, est-ce qu'il faut vendre que du rhum vieux en métropole ou vendre un peu de rhum blanc et un peu de rhum vieux? C'est plus intéressant effectivement de vendre du rhum vieux. On n'est plus aujourd'hui dans cette stratégie-là. Voilà, un produit de plus haute qualité. Plus haut de gamme où on peut avoir une valeur ajoutée bien plus importante. Le marché du rhum vieux est très petit en métropole, représente 1% des rhums des DOM, donc c'est peanuts. Donc il y a ce marché à conquérir également en métropole. Donc en fait, c'est notre stratégie aujourd'hui. Donc JM va s'inscrire dans la même Bien stratégie. Vous faites partie du groupe GBH depuis 2002. La distillerie JM a donc cessé d'être une distillerie familiale. Est-ce qu'il est nécessaire de se regrouper pour se développer dans le contexte actuel ? Alors, il n'est pas forcément nécessaire de se regrouper, mais les contraintes que l'on a en termes d'environnement, de sécurité, font qu'on est obligé d'investir sur ce que l'on appelle le non productif, donc dans des moyens de sécurité, des moyens de traitement, des fumées, des vinasses, donc un certain nombre d'éléments qui sont très contraignants, qui n'apportent aucune valeur ajoutée sur le produit lui-même. Et donc, il faut aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, je dirais s'adosser sur des groupes un peu plus structurés. Là, l'avantage de ce rapprochement entre Clément et JM, c'est qu'on a pu mutualiser des équipes commerciales, des équipes export, des moyens techniques d'embouteillage, etc. Et justement, est-ce que tous les producteurs de rhum martiniquais n'auraient pas intérêt à s'unir pour exporter leurs produits, en tout cas pour commencer à le faire connaître, puisqu'ils ne représentent aujourd'hui que 2% de la production de rhum mondiale? Oui, même on estime même aujourd'hui peut-être même moins d'1% de la production mondiale de rhum. La difficulté, c'est qu'on a des groupes différents, avec des stratégies différentes. Alors on peut essayer de communiquer ensemble, commercialiser. Oui, pour mettre en avant la marque rhum martiniquais, on va dire. Voilà, alors, donc on a déjà travaillé dans ce sens-là avec l'appellation d'origine contrôlée depuis 1995, qui est un atout important. On est le seul produit d'appellation d'origine contrôlée des DOM, donc pour ce qui concerne la France. Donc on est dans cette démarche d'essayer de s'unir pour essayer de porter la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que certains vont vouloir aller sur les marchés asiatiques pour des raisons X ou Y, d'autres sur les marchés américains. Donc on n'a pas toujours forcément la même stratégie commerciale. Mais l'idée, c'est de promouvoir. Un autre axe de développement majeur pour vous est celui du tourisme. On l'a vu avec cet unique et surprenant atelier olfactif. Vous proposez un moment pédagogique et ludique à vos visiteurs. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre et à sentir la subtilité et la nuance des différents arômes ? Quand je les vois sortir de cet atelier, de la boutique, j'ai l'impression que même s'ils n'ont pas tout compris, ça leur a plu. L'idée, c'est d'essayer de vulgariser un peu, au sens propre du terme, de rendre accessible, je dirais, ce que nous, on connaît de façon très technique. L'idée, c'est d'approcher les consommateurs de ce qui est notre passion. Et notre passion, c'est d'élaborer des produits de haute qualité, de haute facture. Et donc, en faisant découvrir des niveaux, des pointes aromatiques, ils s'ouvrent vers nos produits. L'intérêt, c'est qu'ils en parlent. Alors, ils vont parler du rhum JM, effectivement, mais ils vont parler également du rhum martiniquais en rentrant en métropole ou dans les pays d'où ils viennent. C'est ça, je dirais, le plus important. Et justement, est-ce que vous pouvez répondre à cette fameuse question comment expliquer que ces arômes se retrouvent dans le rhum sans ajouter de parfum artificiel? Alors en fait, on a une évolution dans le temps. C'est-à-dire qu'on va partir d'une matière première qui est le jus de canne qui aura fermenté, donc qui va déjà commencer à développer des arômes. Ces arômes, on va les récupérer en partie au moment de la distillation. Et en fait, c'est une alchimie, c'est une évolution lente des arômes. Alors soit sur les rhums blancs, où là on a une segmentation beaucoup plus réduite, où on va parler de fleurs blanches, de canne à sucre, des arômes assez simples. Et puis plus on va aller dans le temps, plus on va concentrer une évolution d'arômes, donc multiplier ces arômes qui vont au fur et à mesure dans le temps, par oxydation, par réduction. Donc le temps fait son œuvre dans les fûts et donc nous donne cette richesse aromatique. Vous êtes la seule distillerie du Grand Nord Atlantique. Est-ce que vous pouvez contribuer à dynamiser cette région qui est un petit peu en souffrance? C'est notre vocation. C'est notre vocation. On s'inscrit complètement dans un patrimoine nord-atlantique
qui est un peu esselé. Et donc on veut dynamiser. Donc on a accueilli l'année dernière à peu près 30 000 visiteurs. Au vu des chiffres de cette année, je pense qu'on va dépasser les 40 000 visiteurs cette année. Donc ça progresse. Donc il y a une progression. On a des partenariats avec des restaurants de Grand-Rivière, de Basse-Pointe, d'Ajoupa-Bouillon, où on se renvoie les clients, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on contribue à l'essor du Grand Nord Atlantique. Et puis surtout, on crée de l'emploi, on crée de la richesse. Et c'est ça le plus important pour nous. Alors revenons un petit peu sur la production. Cette fameuse part des anges, une évaporation qui a lieu pendant le vieillissement, représente à peu près 8% du volume initial pour un rhum vieux. Si l'on ajoute à cela les années d'attente pour obtenir un rhum vieux, très vieux ou hors d'âge, on comprend qu'il est beaucoup plus coûteux à produire en fait. Oui, mais il est beaucoup plus coûteux. Mais l'avantage que l'on a avec ce phénomène de vieillissement, c'est qu'on va accélérer ce vieillissement. C'est-à-dire que si on compare nos eaux de vie vieillies en Martinique par rapport à des eaux de vie à Cognac, une grande région productrice d'alcool, on considère que 10 ans de vieillissement en Martinique ou dans la Caraïbe en général correspond à peu près une trentaine d'années à Cognac. Par rapport à la chaleur ? Oui, voilà. C'est-à-dire par rapport au volume de rhum qui va disparaître, donc par rapport à ce phénomène d'évaporation, de concentration. Donc on a un phénomène de booster, d'accélérateur. Et ce phénomène d'accélération est pour nous bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 10 ans, on peut proposer des produits de très haute facture par rapport à des cognacs de 30 ans que vous n'avez certainement jamais goûté parce que c'est introuvable sur le marché. Alors, dernière question avant de passer à la suite. Le rhum JM blanc est le deuxième rhum blanc le plus consommé de Martinique. Pourtant, pour les rhums vieux, vous n'êtes pas dans les 3 premiers. Comment expliquer cette différence alors que vos rhums vieux jouissent d'une réputation assez remarquable ? Alors, vous l'avez dit en préambule, une petite distillerie. Donc des volumes plus réduits. Alors, c'est vrai que si on regarde, si on segmente un peu les rhums vieux, on est beaucoup plus présent dans les rhums très vieux, 10 ans, 15 ans, même 6 ans. Nos confrères, eux, sont beaucoup plus dans une entrée de gamme, 3 ans, 4 ans, VO, VSOP. Et donc, on est représenté donc, sur un segment beaucoup plus qualitatif, avec des prix d'achat beaucoup plus élevés, ce qui fait qu'on en vend moins. Donc, vous privilégiez le haut de gamme à la quantité vendue. Tout à fait. Aujourd'hui, notre démarche, elle est de tirer le marché vers le haut et pas aller dans la bataille des grands ou des gros, comme on voudra, qui n'est pas, pour nous, qui ne serait pas gagnante. La distillerie JM, ce sont aussi 6 salariés permanents, des nouveaux venus et des plus anciens, tous réunis autour d'une même passion. Regardez. Vous avez une préférence entre le sucre en grains et le sirop ? Le sucre. Aurélie est la responsable boutique à la distillerie JM. Je m'occupe des hôtesses, donc recrutement des hôtesses, leur formation pour l'accueil du touriste, présenter la visite, recevoir les personnes en dégustation, donc connaître les rhums, donc leur transmettre mon amour effectivement du produit, mes connaissances sur les produits pour pouvoir au mieux faire de chaque visiteur un ambassadeur. Et puis bien sûr de toute la partie approvisionnement de cette boutique en rhum. Elle occupe depuis peu ce poste, mais se sent déjà comme un poisson dans l'eau, pour ne pas nommer un autre liquide qu'elle côtoie tous les jours et qu'elle sait partager et faire découvrir aux visiteurs. J'aime le contact avec le public et le partage des connaissances. Les gens ressortent enrichis, donc c'est vraiment voir cette lueur dans les yeux, le plus qu'on leur a apporté. Enseignante de formation, elle a gardé le goût de la transmission. C'est un domaine qui me plaît. C'est quand même le patrimoine de la Martinique. La culture de la canne, c'est ancestral et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée et qui me passionne encore, bien sûr. Et c'est vraiment cet amour-là, l'amour de mon patrimoine qui me fait me lever chaque matin, venir ici. Je suis Nazer Kanatos, je suis distillateur et maître de chai à la distillerie JM. Nazer a grandi dans la distillerie et beaucoup disent de lui qu'il en est l'âme. C'est mon père qui était distillateur ici et c'est là qu'il m'a montré le secret et tout ce qu'il y avait à faire. Et depuis mon jeune âge, je venais lui amener à manger, donc je restais à sa compagnie, je voyais tous ses gestes, tout ce qu'il faisait. Et puis après, ça m'est venu comme ça et puis voilà, je suis resté là-dedans. On m'a déclaré à partir de 73. Et depuis 80, c'est moi qui distille.
Contrôler la qualité du liquide à toutes les étapes de sa fabrication, c'est la mission de Nazer, un travail rigoureux qu'il fait avec passion. Axel, à combien on est en brix là? On est à 15 de brix. 15 de brix, le prix ça va pour ce matin. Ah, les cannes sont propres là. C'est un plaisir de distiller. Mettre la colonne en marche, voir que l'appareil est là, et debout là, et puis voir ce qui ressort là-dedans. Tu envoies de la vapeur, le vin, avec toutes tes vannes, et voir ce qui coule. C'est un plaisir de voir le coulage du rhum. À quelques années de la retraite, il mesure l'évolution du métier de distillateur. Distillateur, maintenant, c'est très facile parce qu'on a tout est contrôlé, tout est visuel, on a les températures, on a des bumètres, on a tout. Mais quand j'ai commencé, je n'avais que des vannes. Et c'est des vannes graduées. Et c'était à l'œil. Quand je faisais un petit réglage, c'était au millimètre. Mais maintenant, on a tous les paramètres sont affichés. On voit toutes les températures de chaque plateau de la colonne. On a le débit du vin qui rentre dans la colonne. On a le débit de la rétrogradation. On a le débit de coulage du rhum. Tout est indiqué. Alors pour Nazer, la succession, c'est pour demain. Et son savoir-faire, riche de tant d'années d'expérience, est un gage de réussite pour celui qui sait le recevoir. Dès qu'il y a quelqu'un qui a la bonne volonté et quelqu'un qui arrive à s'entendre bien avec moi aussi, je ne vais pas dire tout ce que je connais à n'importe qui dans la rue et puis ça n'a plus de charme, ça n'a plus de valeur. Quelqu'un qui sait travailler, que je sais qu'il pourra faire quelque chose, je peux lui transmettre tout mon savoir-faire. Expérience et dynamisme sont donc les ingrédients de ce savoureux cocktail de personnalité où les forces vives de la distillerie JM perpétuent la tradition du savoir-faire et se considèrent comme des générateurs de plaisir. Quand j'ai commencé ici, je me suis dit que c'est un métier que je ne serai jamais au chômage. On a toujours besoin du rhum. À consommer avec modération, évidemment. Est-ce que le rhum est un achat qui résiste à la crise? Alors, paradoxalement, oui. C'est assez surprenant, mais depuis ces dernières années, on ne connaît pas vraiment une crise. On est plutôt dans une phase un peu d'euphorie où le marché mondial du rhum se développe assez rapidement. Et donc, on essaye de suivre ce développement et d'aller vers l'avant. Alors, on imagine qu'un maître de chai comme Nazer sera difficile à remplacer puisqu'il a évoqué sa retraite prochaine. Est-ce qu'on trouve encore aujourd'hui des jeunes qui sont passionnés par ces métiers-là? Pas vraiment. En Martinique, le métier les distilleries sont un peu des endroits où les jeunes ne viennent pas naturellement. Alors on en rencontre, on a vu Axel dans le laboratoire, on a des jeunes qui sont en train de se former, qui partent en métropole et qui j'espère reviendront ensuite travailler dans notre structure. Il n'y a pas de formation ici? Non, il n'y a pas non, parce qu'il y a 7 distilleries, donc ce serait très compliqué d'avoir une classe même d'un niveau X ou Y, mais d'avoir une formation serait très compliqué. Mais donc il faut aller encourager les jeunes à partir, à aller se former en dehors de la Martinique et puis revenir nous apporter leurs connaissances. C'est très important. On a également découvert Aurélie dans le reportage, très attachée au patrimoine et à l'histoire de son île. Une histoire qui a été aussi douloureuse avec l'esclavage. Est-ce que les distilleries n'ont pas encore du mal à évoquer cet aspect-là quand elles transmettent l'histoire de la Martinique à leurs visiteurs? Oui, c'est effectivement une page sombre de la vie de nos entreprises, mais de la Martinique en règle générale. Il ne faut rien éluder. Ça fait partie de notre patrimoine. Quand on parle d'une distillerie de 225 ans, on était effectivement en période esclavagiste à ce moment-là. Il y a eu une transition qui s'est faite plus ou moins avec bonheur, suivant les lieux, les endroits. Ce que nous, on essaye de montrer, c'est effectivement que ça a existé, que ça a évolué. Aujourd'hui, nos collaborateurs ne sont plus du tout dans cette phase de voir ce qui s'est passé derrière. On se projette beaucoup plus dans l'avenir, ce qui est beaucoup plus important. Et est-ce que les visiteurs ont des questions sur cette histoire? Assez rarement, paradoxalement, parce que les visiteurs, quand ils viennent de métropole, l'esclavagisme, ils savent que ça existait, mais à quel moment, à quelle période, c'est assez limité. Ils s'intéressent plus aux produits et à la production. Exactement, ils sont beaucoup plus passionnés par ce qu'ils vont goûter. Restez avec nous, Emmanuel Béchaud, on se penche tout de suite sur un chiffre de l'économisme martiniquaise. 800 millions d'euros, c'est la somme qui a été accordée à la Martinique par l'Union européenne pour la période 2014-2020
dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Ces fonds viennent en complément des crédits nationaux. Les projets soutenus devront permettre, entre autres objectifs, de développer des filières d'excellence innovantes, consolider, diversifier et organiser la production locale, d'optimiser les compétences locales par la formation et l'emploi, promouvoir l'inclusion active et combattre la pauvreté, favoriser un développement équilibré du territoire. Et on part tout de suite glamper, un nouveau type de camping glamour qui arrive tout juste en Martinique. Le principe est simple, passer une nuit à la Belle Étoile avec tout le confort d'une chambre d'hôtel, c'est possible grâce à une gigantesque bulle transparente. Je vous laisse découvrir, c'est notre bon plan de la semaine, signé Vanessa Abidos, François Brigitte et Alfred Rivierez. Pauline et Sébastien ont cherché un hébergement totalement insolite. Ils l'ont trouvé dans les hauteurs de Sainte-Luce en pleine nature. Sous la sphère de lune, confort et écologie ont réussi à faire bon ménage. Alors on a connu Sphère de Lune sur le Bon Coin en cherchant une location de vacances en Martinique. Ils avaient mis une offre pour passer une nuit ici ou plusieurs. Et on a été curieux de voir ça ici, quoi. Même ailleurs parce qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc par curiosité, on a appelé, on s'est renseigné et on a réservé. Fabien Fidol et son épouse Leslie ont eu la bonne idée d'implanter le glamping dans cet endroit agréable de la Martinique. Le glamping est cette nouvelle tendance du tourisme en plein air qui allie luxe et nature, confort et écologie. Le camping glamour. Après notre retour de notre voyage de noces en septembre, on a eu beaucoup d'idées qui ont fusé durant notre voyage de noces puisqu'on voulait avancer en fait dans notre vie en fait. Notre projet premier était d'avoir une structure hôtelière. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus à la Martinique en fait. Les interrupteurs ici. Et en dessous, vous avez une lumière indirecte qui est ici, c'est cet interrupteur-là. Voilà, après vous pouvez brancher vos téléphones portables ici. Sphère de lune, c'est la garantie d'un vrai dépaysement et d'une nuit inoubliable sous une voie lactée. Une bulle transparente offre une vue panoramique du ciel, des étoiles et du paysage environnant. Une vue imprenable sur la mer et Sainte-Lucie. On s'est renseigné sur internet et on a trouvé ce projet, enfin ce concept vraiment très bon et on s'est dit pourquoi pas. Et on s'est renseigné de savoir où est-ce qu'on pouvait acquérir en fait cette sphère. Donc généralement c'est la nuit simple avec cocktail de bienvenue, puis on peut proposer aussi le petit déjeuner. Et aussi, comme nous sommes restaurateurs, nous avons créé une formule pour nos clients glampeurs en fait, et qui vont venir au restaurant et ensuite passer leur nuit dans la sphère de lune. Ce que j'apprécie ici, et ce qu'on vient chercher, c'est le calme. Et d'abord, et puis de se retrouver en pleine nature, on est au milieu des arbres. On a la vue sur Sainte-Lucie avec les étoiles qui s'éclairent le soir. Voilà, c'est ce qu'on vient chercher, c'est un instant magique. Sphère de lune est un hébergement original qui en séduira plus d'un. Les amoureux des nuits à la Belle Étoile vivront une expérience intéressante en pleine nature avec tout le confort d'une chambre d'hôte. Alors chacun y trouve son compte finalement puisqu'on a l'avantage d'avoir une belle vue la journée, autant sur la mer et la nuit sur le ciel et les étoiles. Donc chacun y trouve son compte, je pense. Emmanuel Béchaud, avant de clore cette émission, j'aimerais savoir ce que vous avez prévu pour vos 225 ans, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fête un âge aussi avancé. Oui, c'est une vieille dame, on mûrit et on devrait faire quelque chose d'ici, je pense, la fin d'année. Mais pour l'instant, ce sera une surprise, rien n'est officiel. Voilà, rien. En tout cas, on vous souhaite un très joyeux anniversaire. Merci d'avoir été avec nous. Avant de conclure, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise a répondu favorablement à l'invitation du maire de Ducos pour participer à une réunion dans le cadre de la lutte contre le chômage et l'insertion des jeunes. Cette réunion se tiendra à la mairie lundi 18 mai à 16h30. Mardi 19 mai,
Une délégation de chefs d'entreprise de Contact Entreprise interviendra auprès de détenus du centre pénitentiaire de Ducos en démarche de réinsertion professionnelle. Cette rencontre aura lieu mardi 19 mai de 8h30 à 9h30. Libreco, c'est fini pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, passez une très belle soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.